RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pendant 1 heure, 55 minutes exactement, pour revenir sans clash ni fureur sur l'actualité de ces dernières semaines, avec au sommaire de l'émission de ce vendredi 7 février, enregistré dans les conditions du direct la veille, 3 thèmes. Retour d'abord sur le compromis entre le gouvernement et les socialistes sur le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Le terme de compromis serait-il devenu un gros mot ? Deuxième sujet récurrent, si j'ose dire, l'immigration. Un débat. Le débat fait-il l'objet d'un débat piégé, justement, et biaisé, ou est-il nécessaire et transparent ? Et troisième sujet, lui aussi inévitable, malheureusement, oserais-je dire, Trump et son offensive tous azimuts, en particulier son appel aux patrons étrangers à investir aux États-Unis. Pour débattre de ces 3 thèmes, 3 invités. Arnaud Gérard, cadre financier, président d'une association du patrimoine, habitué de l'émission. Stéphane Massé, avocat, ancien bâtonnier, qui commence à être aussi habitué de l'émission. Et un nouveau venu, François Laval, directeur du campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy. Bienvenue à tous les 3. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Le débat. Après la chute du gouvernement Barnier en décembre, les socialistes ont changé de posture, le nouveau locataire de Matignon, François Bayrou, ayant manifesté des signes d'ouverture, à tout le moins de possibilités de négociation avec la gauche sur les budgets de la sécurité sociale et de l'État, fut alors évoqué un éventuel pacte de non-censure. De fait, le bureau du PS a voté en ce sens. Quant au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, il a très majoritairement choisi l'abstention cette semaine. Seuls 6 députés sur 66, ils étaient 8 la dernière fois, ont voté la censure. On garde en tête, avant le débat, la déclaration d'Olivier Faure sur France Inter ce mardi. Je cite, « C'est facile de dire on censure, on a l'avantage d'une formule de pureté, d'une forme de pureté, mais quel serait le jour d'après ? En clair, là c'est la fin de citation, en clair, le jour d'après serait le chaos si le gouvernement Bayrou tombait, ou la stabilité et un budget donné à la France, si ce n'est pas le cas, sur fond de trahison selon Mélenchon. » Comme si le mot compromis était devenu un gros mot dans la vie politique française, ou était resté un gros mot, on verra, à la différence de l'Allemagne et d'autres pays européens. Votre sentiment commence par François Laval. Oui, bonjour. C'est vrai que le terme de compromis a toujours été un gros mot dans la culture politique française. Compromis égale compromission. Il ne faut pas oublier qu'on est une démocratie majoritaire et non pas une démocratie proportionnelle comme en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc l'idée, c'est celui qui a la majorité l'emporte et comme le disait un député socialiste en 1981, je suis politiquement majoritaire, donc j'ai juridiquement raison. Donc ça veut dire qu'en fait, ça ferme la porte à toute tentative de compromis. C'est le mode de scrutin qui le veut, c'est la culture politique française aussi, puisque ça date de la Révolution française. On a bien vu entre ceux qui étaient à droite, ceux qui étaient à gauche, ceux qui soutenaient la monarchie, ceux qui étaient à gauche, qui étaient contre la monarchie, et gaiement, on se guillotinait. Donc on est dans cette logique-là, renforcée par ce mode de scrutin qui est très adapté à la culture politique française. Même si le mode de scrutin actuel semble avoir donné une assemblée quand même très, très partagée, mais pas seulement entre la gauche et la droite, mais en 3 blocs, quasiment proches de la proportionnelle. La question, c'est de savoir si c'est conjoncturel ou si ça va être une tendance lourde. Il est possible qu'à la prochaine élection présidentielle, il y aura des élections législatives qui suivront et qu'il y a toujours l'idée, vous avez élu un nouveau président, une nouvelle présidente, donnez-lui la majorité pour pouvoir mener sa politique. On a vu que ça avait raté en 2022. Là, quand même. Oui, mais parce qu'en fait, en 2022, c'est la réélection. Le deuxième mandat est toujours beaucoup plus compliqué. On l'avait vu avec François Mitterrand en 1988, il n'y avait pas eu la majorité absolue. Donc là, les forces politiques sont fractionnées. En plus, les forces de gouvernement sont un petit peu prises en étau par les forces plus populistes de droite et de gauche qui n'ont jamais géré et qui expliquent qu'en fait, ils ont la solution pour sortir la France de la situation où elle se trouve.
Donc voilà, il fallait de toute façon un budget, et les socialistes, il faut leur tirer le chapeau. Enfin, ils ont eu une attitude responsable dans cette situation. C'est votre sentiment, Stéphane Massé? Oui, de toute façon, compte tenu de la situation politique actuelle, on ne peut pas se permettre une instabilité permanente. On ne peut pas avoir un renversement du gouvernement tous les 3 mois. Donc, il faut des compromis. Alors, compromis ou compromission, Yael Braun-Pivet, justement, déclarait hier matin que compromis n'était pas compromission. Je pense qu'il faut des compromis. On a beaucoup spéculé sur le gouvernement Bayrou, mais on peut lui reconnaître, au moins avec toutes les réserves qu'on pouvait avoir au début, qu'il a quand même su, peut-être manœuvrer, on va dire, mais aboutir à certains compromis qui permettent au moins de tenir quelques mois. On verra effectivement sur la durée. Arnaud Gérard, est-ce qu'il faut donc en conclure que François Bayrou était moins hémiplégique que son prédécesseur? Alors, il a réussi effectivement à obtenir le budget, hein, et c'est vrai qu'il faut se féliciter du compromis dans cette assemblée vraiment éclatée. Après, sur le fond, voilà, on reste quand même sur l'idée de compromis avec un équilibre qui est quand même peu favorable aux finances publiques. Hein. Le niveau de déficit va rester très élevé. 5,4, voilà, voire 6. avec des concessions faites au Parti socialiste en matière de fiscalité qui sont des concessions fortes avec beaucoup d'exceptionnels. Et là aussi, on peut imaginer que ces contributions exceptionnelles perdurent dans le temps, ce qui serait tout à fait dommageable pour l'économie. C'est une habitude en France, là, on a des exemples. Voilà, voilà. Mais la part des contributions est quand même très importante dans ce budget. Il y a des petites différences, naturellement, avec ce qui avait été prévu par le gouvernement Barnier. Il y avait des éléments qui étaient très intéressants dans le budget Barnier qui ne sont pas repris. Il y a certains éléments qui sont déjà source de problèmes. On voit la TVA sur les auto-entrepreneurs. C'est sans doute un très très mauvais signal envoyé aux auto-entrepreneurs. Bon, la contrepartie, c'est une aussi... demande qui était ancienne de la part des artisans qui voyaient une concurrence déloyale. Voilà. Après, on est dans un pays latin. Ce qui doit être déclaré pose problème, et c'est vrai que le système auto-entrepreneur était un système qui permettait d'éviter au maximum le travail au noir. Hein. Donc il y avait aussi cet élément-là qui va sans doute ressurgir. Vous qui êtes un spécialiste des finances, est-ce que vous pensez qu'on va tout droit vers un budget rectificatif, là? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui, parce que y a un certain nombre de recettes qui sont largement surestimées, et puis on a une conjoncture qui reste un petit peu fragilisée. Hein, pour donner un point de repère, on avait depuis la dissolution des écarts avec l'Allemagne au niveau des taux d'intérêt autour de 0,80. Ce qu'on appelle le spread. Le spread, voilà. On est redescendu autour de 0,70. Bon, c'est mieux, mais ça reste quand même très élevé par rapport à la période d'avant la dissolution. Donc on reste quand même sous tension, et il ne faudrait pas que la conjoncture économique se fragilise aussi, en particulier en France. Donc François Laval, là, ce pacte de non-censure qui n'est pas constitutionnellement parlant, enfin qui n'est pas prévu dans la Constitution, finalement ne va pas forcément se répéter. S'il y a un budget rectificatif, les socialistes pourraient très bien voter la censure la prochaine fois, de même que le RN. Est-ce que le RN a intérêt à jouer la montre ou pas, là? De toute façon, le RN était content, et même, je pense, indirectement LFI, que le Parti socialiste passe un accord de non-censure pour qu'il y ait un budget. Il fallait qu'il y ait un budget, parce que tout le monde attendait les financements, que ce soit les agriculteurs, les entreprises, les ménages. Donc, les collectivités. Les collectivités. Maintenant, le problème, c'est qu'on est bloqué jusqu'en juillet. En juillet, le président de la République retrouvera son droit de dissolution. Jusque-là, si vous faites tomber, il y a des voix au Parti socialiste qui est de dire on n'a pas utilisé la motion de censure 49.3, on va utiliser la motion de censure 49.2 pour dire qu'on fait un acte d'opposition. Mais ils savent très bien que si... le 49.2, c'est déposé par le Parti socialiste. Voilà. On ne sait pas, ça va être voté éventuellement dans une dizaine de jours pour protester contre
On reviendra sur le sujet, hein, sur le sentiment de submersion migratoire employé par Bayrou. Là. Si le gouvernement tombe, il faudra bien renommer un nouveau gouvernement. Et on a des obligations internationales et des obligations européennes, puisqu'on parlait de la situation économique, mais on a des obligations, on est dans la zone euro, on a des obligations sur notre politique budgétaire macroéconomique à l'égard de la Commission européenne et des autres États. Donc il va quand même falloir faire quelque chose. Et la stratégie de ces partis politiques, que ce soit LFI ou RN, c'est de pousser Emmanuel Macron à démissionner pour qu'il y ait une élection présidentielle anticipée avec une nouvelle élection législative et repartir chacun en espérant avoir une majorité absolue. Dans cette situation, on est bloqué. Il faut qu'ils s'entendent. Vous qui connaissez bien le monde politique, la politique, est-ce que vous pensez crédible une démission prochaine d'Emmanuel Macron ? Alors, Emmanuel Macron, on ne sait jamais, il est toujours là où on ne l'attend pas. Je l'imagine mal démissionner. En tout cas, sa décision de dissolution est totalement incompréhensible. Il a du mal à l'expliquer, on l'explique mal. Et je ne sais pas, sait-on jamais, il peut à un moment dire « j'en ai marre », puisqu'en fait, il est complètement, vous imaginez, on ne parle pratiquement plus de lui. On se demande si on a encore un président de la République en France. Donc, il est tellement disruptif que sait-on jamais. Mais là c'est vraiment des paris sur l'avenir. Je ne suis pas Madame Irma. Mais Stéphane Massé, vous venez de défendre aussi, et tous autour de la table, un peu l'idée du compromis, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un compromis conduise finalement à une forme d'immobilisme ? Alors que la France a un certain nombre d'engagements, François Laval vient de le rappeler, à honorer. C'est le risque, effectivement, de même que le budget sur le fond est éminemment critiquable. Après, on n'a pas d'autre solution pour l'instant. On ne peut pas se permettre cette instabilité permanente. Et compromis, effectivement, ça devient un gros mot, mais comme toute discussion un peu actuellement. C'est-à-dire on se radicalise un peu sur tous les plans. Donc le compromis devient une compromission. Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que, effectivement, si on a une dissolution en juillet, on peut se retrouver avec la même majorité. Si on a une démission, on peut avoir un nouveau président ou une nouvelle présidente, mais qui n'entraînerait pas forcément automatiquement cette dynamique présidentielle à laquelle on est habitué sous la Ve République. Donc c'est difficile. Donc en attendant, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de faire des compromis. Ça fait peut-être du bien. On n'est pas habitué à ça. Hein. Alors le système n'est pas le même, effectivement, en Allemagne, où on a une représentation proportionnelle avec un esprit de coalition, où on fait des pactes, en fait. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un programme, sur certaines choses, avant de voir si on va censurer, si on va soutenir, si on va participer à tel ou tel gouvernement. Donc peut-être que c'est un esprit aussi pour lequel on peut réfléchir, quoi. Oui, est-ce qu'on n'a pas un peu tendance, là, Arnaud Gérard, à mettre en France la charrue un peu avant les bœufs ? C'est-à-dire que parfois on monte un gouvernement, mais on ne discute pas de programme, on voit éventuellement le programme après. D'ailleurs, on ne connaît peu le programme de François Bayrou, là. On reste plutôt dans le flou. Oui, on est pris quand même dans l'agitation post-dissolution et on continue à l'être. Et c'est vrai que personne aussi veut se dévoiler véritablement à cause d'élections présidentielles soit en 2027, soit anticipées. Donc il y a cette situation qui est compliquée au niveau politique. Bon, encore une fois, faut reconnaître qu'un budget, c'est toujours mieux que rien du tout. Ça montre aussi, ça envoie un signal, je dirais peut-être de confiance aussi, hein, je veux apporter une note plus positive, mais de confiance. On voit que des partis de gouvernement peuvent s'entendre par rapport à des extrêmes, c'est un bon message, mais en revenant un petit peu en arrière, il faut vraiment garder en tête ce qui s'est passé aux européennes, ce qui s'est passé au premier tour, avec la montée du Rassemblement national. Et tant qu'on n'aura pas apporté des réponses, non pas sur leur programme, mais des réponses pour déstabiliser leur électorat, on sera toujours dans la même situation de pression. Justement, l'électorat du Front National aujourd'hui, du Rassemblement National, pardon. Il est mort, hein. Oui. Jean-Marie Le Pen. Oui, enfin, on va voir si ces mannes sont complètement disparus au sein du RN. Mais l'électorat du Rassemblement National était surtout, pendant longtemps, considéré comme protestataire. Aujourd'hui, c'est un vote d'adhésion. Ce sera difficile à le bouger, non ? Ah non, mais c'est certain. Le gros avantage de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est que le Rassemblement national n'a jamais géré. Donc, un peu le sentiment populaire, le bon sens populaire, c'est de dire on a tout essayé,
on n'a pas essayé le Rassemblement national, essayons-le. Et eux, c'est pas difficile de dire on a la solution, en sachant très bien que économiquement, et Arnaud peut confirmer, de toute façon, ce n'est pas eux qui ont la solution. D'ailleurs, qui a la solution? La France doit faire beaucoup plus d'efforts, doit beaucoup plus travailler, beaucoup plus créer de richesses et arrêter en fait de distribuer. Quand il faut une campagne en disant on reviendra à la retraite à 62 ans, c'est impossible économiquement et financièrement. Donc cet électorat, il y a un espoir. Il y a un espoir en disant elle parle au peuple, on est le peuple, elle nous parle. Voilà, mais très rapidement, vous savez ce que c'est la mécanique politique. Une fois que vous prenez le pouvoir et que vous gérez le pouvoir, vous êtes obligé de faire des compromis, justement, d'aller contre vos promesses. Et c'était peut-être un petit peu le calcul d'Emmanuel Macron lors de la dissolution, en se disant, bon ok, vous voulez le Rassemblement national, allez-y, prenez le Rassemblement national. Il avait son jouet, il l'a cassé. L'erreur, vous parlez de programme tout à l'heure, c'est qu'en 2022, au lieu de faire un véritable contrat de gouvernement avec les LR, il a dit on va y aller projet par projet et ils me suivront. Les autres ne voulaient pas le suivre puisque comme il ne pourra pas être candidat en 2027, il était déjà un peu mort politiquement pour les autres partis politiques. Donc, on est dans cette situation et le Rassemblement national qui devait avoir la majorité absolue le soir du premier tour l'a perdu parce qu'il y a eu cet appel, ce front républicain que n'a pas contrôlé Emmanuel Macron et finalement ça a été favorable en plus à Renaissance qui a eu plus de députés que prévu. Il n'a pas contrôlé, il n'a pas anticipé. Oui, parce que voilà. Et donc on se retrouve dans cette situation où on est bloqué politiquement, donc il faut trouver des accords en sachant qu'il y a l'élection présidentielle, mais n'oubliez pas que l'année prochaine, il y a l'élection municipale et que les élections municipales, c'est des coalitions de gauche ou de droite et qu'on imagine mal le Parti socialiste. Imaginez là, par exemple, à Nancy, le maire de Nancy avoir contre lui une liste LFI et Vert dans cette alliance Nouveau Front Populaire contre lui, sa liste socialiste. Donc, il va y avoir aussi un recentrage. Mais ce sera compliqué selon les villes, parce que j'ai cru comprendre qu'à Nancy, les Verts étaient prêts à continuer avec Mathieu Klein. Mathieu Klein ne veut pas entendre parler de LFI. Il a déjà pris position publiquement assez sèchement contre Mélenchon. Quand on voit ce qui se passe, sa position semble pour l'instant assez claire là-dessus. À la différence de villes comme, je crois que c'est Nantes, où pour être élu, Johanna Rolland a besoin des voix LFI. Là. Ou Lille, enfin il y a des situations compliquées. Oui, voilà. C'est pour ça que le Parti socialiste a eu un acte de parti de gouvernement parce qu'il fallait un budget, mais à un moment va revenir quand même vers le Nouveau Front Populaire puisque culturellement, l'électorat a l'habitude de voter pour l'Union de la gauche, qu'elle s'appelle Gauche plurielle ou Nouveau Front Populaire. À moins qu'on soit dans une gauche irréconciliable, Stéphane Massé? C'est pas impossible. Mais pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on a péché par des analyses un peu simplistes aussi. Longtemps, le vote du Rassemblement national, Front National à l'époque, était qualifié simplement comme un vote protestataire ou un vote de gens qui n'étaient pas suffisamment éclairés. Alors on revient un peu à cette technique-là avec une certaine censure parfois sur les réseaux sociaux ou ailleurs en disant bon, il faut quand même supprimer. Alors on a vu avec la Roumanie, peut-être que l'élection s'est faite à cause de vidéos TikTok. Bon, il faut quand même garder une certaine confiance en l'électeur, sinon on revient à un suffrage censitaire. Donc aujourd'hui, on admet que c'est un vote, comme vous l'avez dit, d'adhésion. Alors on dit aussi effectivement que c'est toujours facile lorsqu'on n'a jamais exercé le pouvoir en disant nous, on serait beaucoup mieux. Après, on a le contre-exemple italien. Giorgia Meloni, alors elle est revenue un peu sur ce qu'elle avait proposé, mais l'exercice du pouvoir semble lui réussir pas trop mal actuellement. Et autant elle était considérée comme un paria. Après, on a vu que ce soit Joe Biden, Ursula von der Leyen, il y avait certains rapprochements, si vous voulez. Parce que c'est toujours déclaré européenne, sauf qu'en politique intérieure, en ce moment, elle est en train de régler leur sort, j'allais dire, aux magistrats qui se veulent encore indépendants, par exemple. Tout à fait, mais électoralement, ça lui réussit pas trop mal, y compris dans les élections intermédiaires. Ouais. Alors après, sur un plan local, oui, alors gauche irréconciliable ou pas, le Nouveau Front Populaire risque de se reformer quand même lorsque la nécessité électorale se fera jour. Hein. Mais manifestement, on terminera avec cette question auprès d'Arnaud Gérard. La radicalité de LFI n'a pas réussi à la gauche, que ce soit à Grenoble, à la législative partielle, ou à Villeneuve-Saint-Georges, les municipales. Là. Oui, et puis il y a aussi le fait que là, le Parti socialiste a fait un pas en avant. Il faut voir, en particulier sur le budget,
revenir aux idées de LFI du point de vue budgétaire, et j'avais bien apprécié la remarque de Christian Eckert disant que le budget du nouveau Front populaire était tout à fait absurde, infaisable, irréaliste. Et donc c'est vrai qu'avec les municipales, où on a quand même des contraintes, je dirais à la fois budgétaires mais locales de compromis, il faudra être sérieux au niveau du budget. Donc je précise, Christian Eckert, qui était mon invité dernière émission, on ne va pas se raconter d'histoire, qu'on peut retrouver en podcast sur YouTube, comme l'émission débat de ce jour. Deuxième sujet. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Donc, deuxième sujet au sommaire de l'émission, disais-je, l'immigration, devenue au fil des ans un non-sujet à gauche, un sujet surexploité à droite et surtout à l'extrême droite, un sujet explosif, où il serait grand temps de faire prévaloir la raison, déclarait la semaine dernière sur la 5 Fabien Roussel, le leader communiste. Mais de quelle raison parle-t-on alors que le Premier ministre lui-même évoque le sentiment de submersion migratoire, je cite, ce qui rappelle un peu Lionel Jospin et son sentiment d'insécurité? Je pose juste la question pour ouvrir le débat. Gouverne-t-on seulement à partir du ressenti ou du réel, François Laval? Vous avez été journaliste politique, vous savez ce que c'est. Les responsables politiques, ils ont des spin doctors, ils ont des conseillers en communication, ils réagissent beaucoup, d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux, des petites phrases, des comportements, des attitudes, des messages qui passent à leur électorat ou à l'électorat qui voudrait récupérer. Donc c'est vrai que dès qu'on parle d'immigration, ça met le feu la vie politique où chacun reste sur ses positions tranchées et qu'il est difficile en fait d'avoir un débat raisonné, de se dire bon bah prenons la situation, regardons comment elle est. L'Europe connaît un choc de vieillissement. Il y a toute la question de l'avenir en fait de nos générations. Cette question de l'accueil des migrants, il faut se souvenir, on est en Lorraine, dans les années 30, au début du XXe siècle, il y avait le rejet des Belges. Dans les années 30, c'était les Rital et les Polacs. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était les Portos, les Portugais, etc., les Espagnols. Donc, et pourtant, ils se sont intégrés. Et pourtant, donc, ils ont apporté quelque chose à la société. Mais c'est un thème politique porteur, et on l'a vu même aux États-Unis. C'est impressionnant. C'est-à-dire que les latinos qui se sont intégrés dans la société américaine, qui ont trouvé leur place, soutenaient Donald Trump dans sa politique de rejet de l'immigration, de la population latinos irrégulière, etc. Donc c'est vrai que... Et tout de suite, ça s'enflamme. Ça s'enflamme. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a un mot et puis... Stéphane Massé, je précise d'ailleurs que vous avez deux de vos consoeurs qui sont actuellement traînés dans la boue sur les réseaux sociaux pour leur engagement à défendre des demandeurs d'asile, notamment. C'est pas nouveau. On aime bien jouer avec les mots. C'est bien aussi en France. Dans les années 80, on avait les nationalisations, privatisations, on parlait de respiration du secteur public, après on parlait de cohabitation, de décrispation. Là, ça y est, submersion migratoire ou sentiment de submersion migratoire. On a fait 10 jours là-dessus. Est-ce que l'immigration est un problème? À mon avis, non. Est-ce que l'immigration est un sujet? Est une question, oui, dont on devrait pouvoir débattre sereinement. C'est ça la difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout par cette radicalisation, par le fait de jeter l'anathème un peu sur chacun, et évidemment sur celui qui ne partage pas notre sentiment, fait qu'on n'a pas trop de discussion. Est-ce qu'on a eu récemment un débat serein sur l'immigration? Non, parce que tout de suite, alors vous faites le jeu de l'extrême droite, ou au contraire, vous ne voyez pas la réalité, etc. Donc on ne peut pas tellement débattre de ces questions-là, et sur bien d'autres sujets aussi. Il y a quelques sujets sur lesquels on débat, ou plus difficilement, mais on y arrive un peu, sur la fin de vie, mais l'immigration, c'est une question un peu taboue. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse débattre un jour, sereinement, des difficultés d'insertion, d'assimilation. Faut-il une assimilation, une intégration? Faut-il aller vers une société pluriculturelle ou multiculturelle? Est-ce qu'il y a une richesse, effectivement, des apports successifs? La culture, est-ce qu'elle est figée? Est-ce que c'est uniquement la culture judéo-chrétienne, catholique? Ou au contraire, est-ce qu'on s'enrichit des apports par les différentes vagues d'immigration? Est-ce que l'immigration légale ou illégale, est-ce que c'est une chance pour la France? Est-ce que c'est une aide pour certains
certains employeurs qui recherchent une main-d'œuvre parfois moins onéreuse. Voilà, des questions factuelles auxquelles on pourrait répondre, au lieu de partir tout de suite sur une théorie en disant mais vous n'avez rien compris, vous êtes d'extrême droite, vous êtes ci, vous êtes ça. Voilà. D'ailleurs, au-delà de la déclaration de François Bayrou, on sent que le gouvernement flotte un peu sur le sujet. Il y a des philosophies très différentes, des approches très différentes entre Bruno Retailleau, qui est partisan d'une immigration quasiment zéro, je caricature à peine son point de vue, et celui d'Éric Lombard qui dit ma foi, les employeurs ont besoin. Et on sait que démographiquement, la France aura besoin d'une main-d'œuvre immigrée. Là. Arnaud Gérard. Oui, ça reste un problème avec des mots qu'on ne peut pas prononcer et effectivement, on ne peut pas aborder un débat. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé effectivement aux États-Unis, en Allemagne, on voit aussi un lien entre ce déclin économique vécu dans certaines régions et l'apparition de cette xénophobie retentissante et on n'arrive pas à trouver de solution. Alors c'est vrai aussi que les partis politiques sont trop frileux, n'écoutent pas, parce que si on a des extrêmes, il y a souvent un terreau pour l'extrémisme, mais il y a aussi à répondre politiquement. On répond bien à des questions, je dirais, de base, c'est le rôle du politique, mais là aussi, il y a ce sentiment, et c'est vrai que pour les entreprises, il y a des besoins. On le voit, les travaux à Nancy, par qui sont-ils faits ? On voit aussi un certain nombre d'activités où il manque de main-d'œuvre et il y a un besoin. Alors, il faudrait investir dans la formation. Il faut sans doute aussi mieux contrôler les arrivées de population. Il faut rassurer sur ça. Et c'est vrai que la seule solution, c'est à la fois l'éducation et l'emploi. Si on n'arrive pas à faire les deux, il y a un échec flagrant dans ces politiques migratoires et avec des rejets qui peuvent entraîner d'autres conséquences sur le plan politique. Quand vous évoquez les difficultés de recrutement, j'ai en mémoire un témoignage qu'on a livré d'une entreprise qui avait soumissionné pour les travaux du futur trolley, qui est obligé de recruter des ouvriers portugais pour poser les pavés. Ils ne trouvaient pas de poseurs de pavés français. Obligé de recruter en CDD là, des poseurs spécialisés qui sont venus spécialement là, du Portugal, lié au débat compliqué là, sur l'immigration. Et loin d'être serein, a rejailli la question du droit du sol. Et le droit du sol s'applique depuis 1804, si je ne me trompe pas, en France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question taboue ou il faut poser la question de remise en cause du droit du sol ? Comment vous sentez les choses, Stéphane Massé ? Le débat se pose. Alors après, on a un problème constitutionnel, mais il se pose en métropole, à Mayotte, par exemple. La situation n'est pas la même. On peut avoir une philosophie politique ou juridique sur le sujet, mais on doit peut-être s'adapter aussi à la réalité et pouvoir encore une fois en débattre sereinement. Moi, je n'ai pas de religion, entre guillemets, sur le droit du sol. C'est vrai que c'est une position traditionnelle de la France et je pense qu'il ne faudrait pas la remettre en question, mais ça nécessite quand même de voir quelles sont les implications, notamment dans les territoires d'outre-mer. Même si vous évoquez Mayotte, j'ai lu une tribune dans Le Monde, mais qui m'a interpellé, où des chercheurs faisaient remarquer que ce n'était pas forcément supprimer le droit du sol à Mayotte, ça allait régler la question de Mayotte, c'était plutôt la différence de niveau de vie et l'instrumentalisation de la situation de Mayotte par les Comores qui aggravait la situation. Oui, et puis on peut être nuancé aussi. Le droit du sol, il peut être adapté. On peut fixer une certaine durée, notamment de présence sur le territoire français des parents au moment où l'enfant naît. On parlait de 3 mois, 6 mois. C'est pas oui ou non au droit du sol. Je veux dire, on peut aussi le faire évoluer en fonction de certaines circonstances. Arnaud Gérard. Oui, alors c'est vrai qu'il y a Mayotte, mais il y a aussi les enclaves espagnoles au Maroc. La frontière et maintenant c'est bouclé entre la Biélorussie et la Pologne. On a eu une instrumentalisation des frontières par des régimes ou des pouvoirs qui voulaient faire pression sur l'Union européenne. Donc là, il y a aussi un problème géopolitique, un problème de politique étrangère qui est important.
le droit du sol, effectivement, quand on y réfléchit, c'est bien évident que quelqu'un qui vient, un individu qui vient pour chercher, je dirais, le salut, la sécurité, le travail ou un avenir, c'est une chose. Mais quand il y a des pressions extérieures de gouvernements hostiles à l'Union européenne, il y a peut-être quelque chose à modifier au niveau de l'Union européenne. François Laval, est-ce que ça va poser, remettre en cause le droit du sol, un problème constitutionnel? Est-ce que c'est une question à poser ou à balayer? Non, mais de toute façon, pour qu'il y ait un débat politique, il faut que toutes les questions soient posées et qu'elles soient analysées sereinement par des commissions, par des experts. Le problème, c'est que après, c'est utilisé politiquement par des politiques, effectivement, pour conquérir le pouvoir. Là, en fait, ce qui a fait mal dans le dossier, comme il disait, quand il a parlé de submersion, il parlait effectivement, après il a dit « je parlais de Mayotte ». Il n'avait pas précisé dans l'interview sur LCI. Parce qu'effectivement, il y a un véritable problème à Mayotte, mais cette question du droit du sol, du droit du sang, ça renvoie effectivement à l'histoire de chaque pays. Ça renvoie à des périodes particulières et puis ça a une donnée aussi géopolitique. C'est toute la question, on le voit très bien dans le conflit actuellement entre la France et l'Algérie avec donc le traité de 1968. C'est toute la question de savoir ces enfants qui naissent sur le sol, on leur demande d'être français, enfin d'adhérer à aux valeurs. Quand vous regardez comment ça se passe, je vois mon fils, il est au Canada, c'est la question en fait de l'immigration choisie. On a l'impression, enfin, ce qui est demandé aussi, c'est de pouvoir contrôler qui rentre sur son territoire et qui peut avoir effectivement la nationalité et donc la citoyenneté européenne. Donc, c'est un vaste débat, mais naturellement, on se dit toujours, on en parlera à la prochaine élection présidentielle, mais comme les campagnes vont tellement vite et que ça va sur quelques grandes thématiques, on ne règle jamais la question. Est-ce qu'on pourrait imaginer une commission citoyenne, comme il y a eu sur la fin de vie, comme il y a eu sur le débat climatique ou pas là-dessus, ou si c'est un doux rêve le problème de la commission citoyenne, vous savez ce que c'est, vous réunissez, vous tirez au sort, c'était la commission citoyenne par exemple sur le climat, il y a des propositions qui sont faites, on leur dit on reprendra toutes vos propositions, je ne censurerai rien, et puis finalement vous constatez que la gestion des affaires publiques c'est beaucoup plus complexe que des idées simples, et après il y a une grande comment dirais-je, déception. Ces consultations sont très déceptives puisque c'était comme un sujet de philo, je me souviens en terminale, c'est est-ce que tout ce qui est possible est souhaitable et tout ce qui est souhaitable est-il possible? Donc vous aviez les 150 propositions de la commission climat, il y en a 3, je ne sais plus, que le président de la République avait rejeté, et puis finalement c'est passé à la moulinette parlementaire, il n'en est pas resté grand-chose. Donc, le président de la République en avait rejeté pas mal quand même, hein. Au final, finalement, il avait dit qu'il en gardait il avait dit 3, il en a rejeté 3, et après c'est la moulinette parlementaire qui a... Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commissions sur cette question de l'immigration. Vous parliez de l'immigration, une chance pour la France, c'était un livre qu'avait rédigé un député, je crois que c'était Bernard Stasi, dans les années 80. Bon, ça avait suscité une grande vague de protestations. C'est vrai que... Et il faut avoir en fait une analyse mondiale, parce qu'on sait très bien que de toute façon, avec le réchauffement climatique, on va avoir une vague finalement de migrants climatiques, en sachant que l'Europe, c'est pas le continent qui est le plus touché. Là où il y a le plus de migration, c'est en Afrique et c'est en Asie. Mais c'est vrai que médiatiquement... On peut aussi faire confiance aux parlementaires, députés et sénateurs, qui peuvent prendre leurs responsabilités et travailler aussi en commission. Parce qu'on a vu les commissions citoyennes, les conventions citoyennes... Ça relève du doux rêve, là, quand même. Là. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas peut-être plus efficace? Parce qu'on a vu les commissions citoyennes, les grands débats, les cahiers de doléances, il en est sorti quoi? Rien. La commission sur la fin de vie, elle a quand même produit un travail qui était jugé assez remarquable. Une des exceptions. Même si derrière, on a compris que François Bayrou freinait des cas de fer. Mais... Oui, pour d'autres raisons. Arnaud Gérard, une commission citoyenne, ou si c'est le travail plutôt du Parlement? Oui, du Parlement. Je pense qu'il faut que ce soit traité par des parlementaires, éventuellement une ouverture à des experts ou même à des citoyens, etc. Mais c'est un travail parlementaire de toute façon. Bien, nous allons maintenant aborder le troisième et dernier sujet de l'émission. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat.
Le sujet inévitable, nous l'avions déjà abordé dans les dernières émissions, je pense que ça va être le fil rouge des émissions pendant un moment, hein, même s'il faut conduit de varier les sujets de débat, c'est Trump, l'appel de Trump depuis le sommet de Davos aux patrons à investir aux USA sous des cieux fiscaux de plus en plus cléments, une invitation sur fond de relance de la guerre économique et commerciale, donc par le nouveau locataire de la Maison-Blanche, qui apparaît manifestement sans filtre et sans limite, et un appel d'ailleurs approuvé et amplifié à sa manière par le patron de LVMH, l'habituellement très discret Bernard Arnault. Deux questions. Faut-il craindre Trump au-delà de ses moulinets ? Et qu'est-ce que ça raconte de la fiscalité en Europe et en France en particulier ? L'Europe d'ailleurs qualifiée d'atroce par Donald Trump, et notamment la France, sont-elles prêtes, suffisamment armées pour résister à ce dirigeant ? François Laval. Écoutez, on s'attendait qu'à partir du 20 janvier 2025, donc date de la prise de fonction de Donald Trump, que ça bouge, que ça secoue. Là, tous les jours, c'est quasiment un tremblement de terre. Là, ce matin, il y a quelques jours, on apprenait qu'en fait, il voulait transformer Gaza en Riviera. Enfin, à chaque fois, donc Côte d'Azur. Voilà, c'est franchement. Il a été élu sur le thème America First. C'est pas le premier président qui, de toute façon, favorise naturellement les États-Unis. Il a été élu pour ça. Biden l'a fait aussi. Biden, avec l'IRA, c'est-à-dire l'Inflation Reduction Act, incitait déjà les entreprises à acheter américain, à produire américain et à faire venir les entreprises sur le sol américain. Après, il y a toujours des effets pervers. Prenez l'exemple là de ces barrières douanières. C'est pour ça qu'ils taxent les Chinois. Ils avaient décidé de taxer la Chine sur les voitures. Et comme il y avait cette zone de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, qu'ont fait les Chinois, ils sont allés s'installer au Mexique. Et ils ont pu pénétrer encore plus le marché américain. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de moulinets. Il existe beaucoup. Enfin voilà, il parle beaucoup. Maintenant, c'est très surprenant puisque le système américain doit trouver un équilibre. Donc on va voir s'il va se rééquilibrer, parce que là, il signe des tonnes de décrets. Selon la Constitution, le pouvoir législatif appartient au Congrès et pas au président. Les décrets, c'est fait pour appliquer les législations, et ces décrets ne doivent pas être contraires à la législation. Là, en fait, on a l'impression qu'on est face à un régime autoritaire où il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de... Enfin voilà, c'est... Je ne sais pas si ça va durer, avec en plus un conseiller, mais affolant, Elon Musk. Vous imaginez qu'en fait, son objectif, c'est de détruire l'État fédéral. Donc, il est en train de passer dans les départements, de virer les agents secrets de la CIA. Et comme il a comme objectif de détruire l'Union européenne selon le principe libertarien qu'en fait, il ne doit plus y avoir d'institutions et que ça va être la liberté qui doit l'emporter surtout. En soutenant ouvertement, d'ailleurs, l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Stéphane Massé, c'est Elon Musk qui gouverne aux États-Unis aujourd'hui ? Il y a peut-être une concurrence entre les deux, et ça le duo ne durera peut-être pas aussi longtemps. Après, on semble revisiter effectivement les institutions américaines. L'avantage pour l'instant pour Donald Trump, c'est que le Congrès lui est favorable. Il a une majorité absolue partout. Alors Trump fait du Trump, encore plus que la première fois. Après, il ne faut pas se leurrer non plus. Il fait ce pourquoi il a été élu. On s'attendait à quoi ? Alors peut-être qu'effectivement, on est encore plus surpris depuis le 20 janvier par ces signatures un peu enfantines de décrets, où on le voit que sa signature, où en montrant à chaque mise fois en très scène, mise en scène. Mais sur le fond aussi, là aussi, il y a eu quand même une part de responsabilité certainement des démocrates, parce que c'est un vote d'adhésion aussi pour Trump. C'est aussi le rejet de la politique des démocrates, aussi une adhésion par rapport aux problèmes qu'il a soulevés en matière économique, en matière d'immigration, là encore. Donc, on est d'accord ou pas avec lui, on peut condamner, mais on ne peut pas s'étonner non plus qu'il fasse ce pourquoi il a été élu, une majorité quand même écrasante, que ce soit en nombre de voix, que ce soit en nombre de grands électeurs. Donc après, sur le duo Trump-Musk, ça durera ce que ça durera. Est-ce que c'est lequel nourrit l'autre, lequel en bénéficie ?
C'est à suivre. Mais encore une fois, Elon Musk a des positions qui sont de plus en plus radicales, qu'il avait déjà un peu auparavant. Et ces positions qu'il avait déjà, et sa réussite économique, tout le monde l'a salué tant qu'il était démocrate, parce qu'il était quand même un des grands soutiens démocrates. C'est du jour où il a soutenu Trump qu'on lui a trouvé quand même quelques désavantages et quelques inconvénients dans ses positions. Mais il y a une radicalisation de sa position. Mais comme vient de le préciser François Laval, là, il est en train de détruire littéralement l'État américain sans que Trump ne mette la pédale sur le frein. Là. Pour l'instant, c'est déclaratif aussi. Visiblement, il est intervenu avec ses troupes, là, y compris département des relations humaines de l'administration fédérale. Là. USAID aussi. Et puis, dans une logique, en fait, Montesquieu nous a appris que tout pouvoir est porté à en abuser, donc seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, en fait, tous ceux qui s'opposent à lui, il les vire. You are fired. C'est impressionnant. Tous les hauts fonctionnaires. Voilà. Donc, il est en train de supprimer, pour l'instant, tous les contre-pouvoirs. On se dit, c'est pas grave, il y a la justice. Sauf qu'à la Cour suprême, il a nommé 3 juges au son précédent mandat. On est dans une majorité 6-3 pour les conservateurs. Donc, pour l'instant, pendant 2 ans, il a tous les pouvoirs. Alors, où seront les contre-pouvoirs ? Après, le spoil system a toujours existé. Là, il est poussé à l'extrême, effectivement. Mais le fait de virer toute l'administration, c'était aussi habituel. Arnaud Gérard, là, le fait que Trump invite les patrons à investir chez lui, est-ce que les patrons européens, notamment français, qui vont se laisser tenter par une fiscalité très, très avantageuse, est-ce qui risque d'être encore plus avantageuse, ou si ils vont quand même un peu se méfier du personnage et de son entourage qui est... dit-on quand même nettement moins professionnel que lors de son premier mandat. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour les entreprises européennes, les États-Unis, c'est déjà un grand marché. La plupart des très grands groupes européens font entre 20 et 30% de leur activité aux États-Unis. Après, c'est vrai que ça reste un marché très riche, c'est vraiment une zone très dynamique, donc c'est impossible d'être absent de ce marché. Là où il y a de la perversité, il y a peut-être une logique un petit peu économique quand même derrière tout ça, c'est les montants de 25% qui sont affichés pour le Canada, pour le Mexique. Pour les droits de douane. Voilà, pour les droits de douane, et on attend pour l'Europe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, une entreprise qui dégage une marge de 20%, c'est une entreprise de grande qualité. Donc, du jour au lendemain, vous perdez complètement votre compétitivité. Donc, vous aurez intérêt à vous implanter aux États-Unis. Alors, pour la plupart des grands groupes, encore une fois, c'est fait, ça va sans doute s'accentuer, ça va sans doute créer un peu d'activité économique aux États-Unis, mais pour l'Europe, c'est aussi très problématique parce qu'on a des grands secteurs comme l'automobile, en particulier l'automobile allemande, la chimie aussi allemande, qui a beaucoup d'activités aux États-Unis, beaucoup d'activités aussi en Chine, et qui se retrouve véritablement dans une équation économique très compliquée. Les constructeurs automobiles allemands sont implantés aux États-Unis, mais ils importent des pièces détachées d'Europe, du Mexique, du Canada, donc ça va être compliqué de faire tout aux États-Unis. Donc c'est un choc important. Ce qu'il faut craindre aussi, c'est que des entreprises qui se retrouvent avec des marchés en moins vont essayer de les trouver par ailleurs. Et on est en Europe dans un espace très ouvert, avec énormément de concurrence chinoise déjà. Donc on va avoir sans doute une compétition qui va s'accentuer au sein même de l'Europe pour compenser cette situation. Et quelle est la position aujourd'hui de l'Europe ? Là, on s'était posé la question déjà à notre précédente émission débat il y a un mois. On n'avait pas eu franchement de réponse. On s'était étonné du silence de Mme von der Leyen. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe reste toujours presque aussi muette. Elle n'est pas suffisamment armée. Elle sent qu'elle va être mangée par le grand méchant loup très prochainement ou pas ? Il y a quand même une division aussi. Il y a une division politique de l'Europe, mais il y a une division économique très forte. Je dirais, la France est peut-être mieux placée dans le contexte actuel et futur au niveau économique. On a beaucoup d'activités de services.
Donc on est immune par rapport à des situations qui sont des situations industrielles. Hein. On était habitué à, encore une fois, à fabriquer un peu partout dans le monde et à rassembler pour monter les produits. Donc il faut qu'il y ait une entente au niveau de l'Union européenne. On peut avoir des doutes quand même, hein, parce que les lobbies, en particulier industriels allemands, sont très puissants. Les intérêts sont divergents. On a parlé de l'Italie aussi. L'Italie aussi, et c'est le deuxième grand exportateur de l'Union européenne, très important et en développement, en particulier sur la zone américaine. Nous, on est un petit peu différents. Et l'Italie avec un fort tissu de PME, d'ailleurs. Voilà, qui a véritablement réussi. Hein. C'est un modèle, c'est l'anti-modèle allemand, mais c'est un modèle qui a très bien réussi finalement sur la durée, en étant très en pointe et fortement exportateur. Donc là aussi, pour certains pays, les conséquences peuvent être très différentes. François Laval, là, vous partagez ce pessimisme ? C'est pessimiste, en fait, ça révèle en fait le problème en fait structurel de l'Europe, puisque vous avez deux niveaux. Vous avez le niveau européen, donc avec la Commission européenne, avec le Conseil européen. Donc il y a une politique commerciale commune, il y a donc une politique économique, il y a une politique monétaire. Et puis l'Europe, c'est aussi 27 États qui ont leur propre stratégie industrielle, même si on essaie de les rapprocher, et qui vont jouer leurs cartes. Et d'ailleurs, Donald Trump et les Chinois savent très bien jouer là-dessus, en allant voir les Italiens, en allant voir les Portugais, en allant voir les Hongrois, en allant voir les Polonais pour dire, écoutez, Trump, ce qu'il va faire, c'est qu'il est possible qu'il impose plus de taxes à l'égard des Allemands, parce que les Allemands sont très méchants, ils ont toujours été très méchants avec les Américains. Et par exemple, il va favoriser l'Italie. Giorgia Meloni est allée le voir à Mar-a-Lago, elle est revenue en disant, Telecom Italia, c'est fini, on va prendre Starlink. Ce qui va avoir des conséquences. Starlink qui appartient à Musk. Mais voilà, c'est ça. Et donc, c'est comme, de toute façon, c'est la même stratégie que les Chinois. Lors d'un conseil européen, Emmanuel Macron n'avait pas compris pourquoi le Premier ministre portugais, qui est maintenant président du Conseil européen, Antonio Costa, avait voté contre, il fallait l'unanimité, contre des mesures contre la Chine. Et le Premier ministre portugais lui avait dit, écoute, oui, mais moi au Portugal, les Chinois, ils ont investi dans tel port, dans tel équipement, etc. Et si en fait, je vote pour que l'Union européenne prenne des mesures dures à l'égard de la Chine, de toute façon, moi j'en subirai les conséquences au Portugal. Et donc c'est ça, en fait, c'est ces deux niveaux qui posent problème en termes de décision. Avec une différence quand même qui est très importante, c'est que les États-Unis sont faiblement exportateurs, à la différence de la Chine. Alors quand on regarde le commerce chinois en Europe, on se rend compte que l'Europe globalement n'a rien fait, ou fait à peine. Alors que c'est là aussi un problème directement pour les entreprises européennes. Donc on a quand même des doutes sur la réaction par rapport aux États-Unis. Et un mot, puisque je l'évoquais tout à l'heure, sur l'intervention de Bernard Arnault. Il a eu raison de s'exprimer ou Ah oui, il faut qu'il s'exprime, Bernard Arnault. Oui. Je ne vais pas défendre le grand patronat, mais non, mais je plaisante. C'est vrai que c'est important aussi, parce qu'on revient au budget. On se rend compte les contributions exceptionnelles. Il faut imaginer aussi, c'est pas pour Bernard Arnault, c'est pour des entreprises. Donc on va ponctionner par rapport à leur budget d'investissement dans un contexte qui est quand même un petit peu compliqué. Donc il faut que les grands patrons s'expriment, et ça c'est je dirais, la démocratie, tout le monde peut s'exprimer, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Après, ce qui est toujours gênant en France, c'est que à Bernard Arnault, on va pas l'écouter parce que c'est Bernard Arnault. On va dire, et il n'a pas de problème, donc on ne va pas l'écouter. Alors qu'il y a quand même un moment très important pour les entreprises pour se développer. C'est très compliqué pour elles aujourd'hui de se développer dans ce contexte-là. Les règles changent tout le temps, en France, en Europe, par rapport à la Chine. Le besoin de stabilité politique. Voilà. Et donc, les entreprises sont habituées à gérer des situations complexes, des ralentissements, mais c'est vrai qu'il faut faire attention aussi chez nous. Il faut investir énormément en France pour pouvoir continuer à vivre comme on veut vivre.
Stéphane Massé, vous avez adhéré aux propos de Bernard Arnault ou vous Alors, pensez qu'il n'aurait pas dû dire ça? C'est que Bernard Arnault a le droit de s'exprimer effectivement comme tout le monde, et sa parole est suffisamment rare pour qu'on puisse y prêter attention. Après, je comprends évidemment ce qu'il a voulu dire. Il est toujours facile de jeter l'anathème aussi sur lui avec la haine des riches, etc. Après, on est dans une période aussi qui est particulière. Vous avez un contexte économique et social qui est quand même très très délicat. J'entendais hier ou avant-hier, 1000 ou 3000 enfants qui dorment dans la rue chaque jour. On a de plus en plus de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et tous ces gens, on leur demande de faire des efforts au titre de la solidarité nationale. Bon, et c'est normal. Donc, quelle que soit l'influence de Bernard Arnault, sa réussite, etc., on ne peut pas non plus l'exclure des efforts qui sont demandés. Au niveau des entreprises du CAC 40 ou des grands groupes, il est normal aussi qu'il y ait cette participation. Parce qu'on a toujours une espèce alors soit il y a une haine vis-à-vis d'eux, mais soit une espèce d'indulgence en disant oui, mais enfin, bon, c'est quand même une réussite française, c'est une fierté, ça rapporte aussi beaucoup d'argent, etc., etc. Oui, bien sûr. Et si on les taxe un peu trop, ils vont fuir à l'étranger. Ce discours-là, on l'a depuis 40 ou 50 ans. Et il n'est pas totalement faux. Mais à une époque où on demande des efforts à tout le monde, y compris à ceux qui sont vraiment dans une misère noire et qui ont du mal à finir les fins de mois. On revient à la période aussi des Gilets jaunes. Il n'y a pas de raison non plus, alors que ça soit proportionné effectivement, mais on n'a pas de raison non plus d'exclure des grands groupes au motif qu'il y a une réussite et que ça voilà, on ne peut pas faire d'exception. Il faut que tout le monde aussi participe à cet effort qui est sollicité. François Laval, on a d'ailleurs remarqué que tous les patrons ne le suivaient pas, puisque Michel-Édouard Leclerc a pris ses distances. Oui, parce qu'il faut aussi de la politique. Oui, parce qu'il fait aussi de la politique. C'est comme une logique facile, et Arnaud pourra confirmer. On voit sur le long terme que les entreprises françaises perdent en termes de compétitivité, puisqu'ils ont des charges beaucoup plus importantes. Et là, c'est le manque en fait, ils sont victimes du manque de courage des responsables politiques, puisque à la base, on n'arrive pas à baisser les dépenses, parce qu'il n'y a jamais eu véritablement de budget de rigueur. Donc on dit, la solution de facilité, on va augmenter les impôts, on va augmenter les charges. Et ça, c'est des grandes entreprises. Mais moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui a repris une entreprise qui bosse comme un malade. Il me dit, si ce serait à refaire, je ne le referai pas. Parce que j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de charges à payer. Il est dans le... Enfin voilà, c'est une petite entreprise. Donc attention... Bernard Arnault est à la tête quand même d'une entreprise, une multinationale qui est importante pour la France, qui crée des emplois. À force de dire on fait des taxations exceptionnelles, etc., on les affaiblit sur le long terme et après on pleure parce qu'en fait on n'a plus de potentiel industriel en France. Est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe et on terminera sur cette question. La France reste le pays européen le plus attractif pour les entreprises étrangères. Alors, c'est sans doute le grand succès d'Emmanuel Macron jusqu'à la dissolution d'attirer des entreprises. Mais c'est vrai que les perturbations, les chocs fiscaux sont importants. La stabilité fiscale, c'est souvent la plus rémunératrice pour le budget. On sait où on va et à tout moment. Alors, effectivement, il y a une grande concurrence aussi. Je pense que le gouvernement espagnol, le gouvernement italien sont très, très actifs pour attirer des entreprises aujourd'hui sur leur terre. Arnaud Gérard, je vous laisse la parole pour terminer avec notre dernier point fort de l'émission, pour la conclusion habituelle, qui est la note de lecture. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Vous avez toujours de jolies trouvailles. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Alors, je présente comme ça. C'est un livre en fait qui vient d'un mémoire de Master 2 d'une étudiante de Sciences Po, Lucille Truffier, qui a été publié, ce qui est assez rare, sur l'histoire de Formica. Formica, c'est une entreprise, tout le monde connaît les produits. Et là, c'est l'histoire depuis la création en 1951 jusqu'en 1983.
l'entreprise après a continué et puis s'est effondrée. C'est très intéressant parce qu'il y a à la fois le côté historique, le côté histoire financière. Il y a aussi des éléments sociaux, des éléments sur l'environnement. Et c'est un sujet, l'histoire d'entreprise, qui n'est pas souvent évoqué. Il n'y a pas beaucoup de publications et en fait, on découvre beaucoup de choses là-dessus, sur les hommes et sur des produits. Stéphane Massé. Jean-Pierre Le Goff, philosophe entre autres, qui vient de publier Malaise dans la démocratie, où on a une étude un peu historique de tout ce qu'il y a pu avoir comme difficulté, et avec un parallèle sur la situation actuelle, que ça soit au niveau de la représentativité des institutions aussi, sur le débat aussi qu'il y a entre proportionnel, scrutin majoritaire. Bref, est-il une évolution? Est-ce que la Ve République arrive à bout de souffle ou pas? C'est une étude très intéressante parce que ça part un peu, j'allais dire dans tous les sens, c'est pas très, très flatteur, mais il y a beaucoup d'axes qui sont développés sur l'aspect démocratie. Qu'est-ce que notre démocratie aujourd'hui? Et est-on encore dans une démocratie telle qu'on la concevait à l'époque des grands auteurs, notamment Tocqueville ou autres? François Laval. On a beaucoup parlé de l'Union européenne. Je propose de relire les mémoires de Jean Monnet, l'un des pères de la construction communautaire. C'est très très intéressant puisqu'il était chef d'entreprise avant d'être politique. C'est l'année aujourd'hui, enfin c'est en 2025, ce sera les 75 ans de la déclaration Schuman qui est à l'origine de la création des communautés européennes et de l'Union européenne. C'est lui qui avait rédigé ce mémorandum, donc cette déclaration, et c'est lui aussi qui avait rédigé le mémorandum pour créer la communauté européenne de défense, pour créer une armée européenne qui a été rejetée à l'Assemblée nationale par les communistes et par les gaullistes. Et là, actuellement, on voit avec la géopolitique que si on avait une communauté européenne de la défense qui avait été proposée par Jean Monnet, l'Europe peut-être ne serait pas aussi dépendante des États-Unis pour sa sécurité. Ben oui, je vais terminer rapidement avec un livre de Johan Chapoutot qui est sorti il y a 2-3 ans, édition texto chez Taillandier. C'est Comprendre le nazisme. C'est une reprise d'un certain nombre de conférences, de cours, d'émissions sur France Inter, France Culture. Johan Chapoutot, c'est un des historiens spécialistes vraiment de l'Allemagne qui mérite d'être lu et relu. Ça se dit très bien. Et ça s'intitule « Comprendre le nazisme », quelques jours avant les élections allemandes, et avec la percée attendue possible de l'extrême droite allemande. Donc à suivre de près. Merci à tous les trois et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org